Alors, on va enchaîner avec une nouvelle mécanique, Mutate. Mécanique assez compliquée, je pense, à première vue d'évaluer. On pourrait peut-être la comparer à Bestow, à l'époque de Theros, premier du nom. À première vue, il faut surtout chercher les créatures qui ont un petit coup de mutate. L'idée, c'est que même si on utilise des grosses créatures puissantes mutate, souvent, c'est pas leur coup de mutate qu'on va utiliser, mais on va plutôt les poser, puis dessus les muter avec d'autres petites créatures pour trigger souvent les deux cartes en même temps. Ouais, je pense qu'en fait c'est une mécanique qui est dure à voir. Au début on avait tendance à dire que la mécanique aventure, bah, ça avait l'air très bien parce que c'était un 2 en un. Là, le problème, c'est qu'on peut très vite se prendre des 1 pour 2 en construit si on mutate sur une bête et qu'on se prend un anti-bête. Donc il faut réussir à rentabiliser la mutation, soit en étant très agressif avec des faibles coups de mutate, comme t'as pu le dire, ou alors avec des effets de mutation qui sont forts. Mais je pense par exemple à James Razor, c'est une bonne carte, parce que pour 3 mana, on va avoir une 4-4 Reach Trample, et peut-être plus un autre effet si par exemple on le met sur une Paradise Druid, il aura Hexproof tant qu'il sera pas engagé, ce qui est assez impressionnant. Comme Barkide Troll d'ailleurs, peut-être que c'est une carte qui va revoir un peu du jour. Il faut que le coup de mutate soit intéressant parce qu'en général les créatures pures en elles-mêmes sont pas extrêmement bonnes. Ou une autre carte mutate intéressante, il y a aussi Brokos, il a un coût en mana assez élevé en coup de mutate, cependant il revient du cimetière en permanence, donc c'est vraiment, on se fait pas 2 pour 1, et c'est cet aspect 2 pour 1 qu'il va falloir réussir à outrepasser, ou aussi avec Sea Dasher Octopus qui pourra faire piocher si jamais il connecte, et dans ce cas là on se fait pas 2 pour 1 non plus. On peut parler de la grenouille, peut-être, et du serpent. Voilà, c'est peut-être deux cartes qui vont accueillir de manière assez obvious des créatures avec la mutation. Maintenant, on a aussi Arboreal Grazer qui est très bien pour ça, hein, parce que c'est une créature peut-être qui va être difficile à tuer T1 et 2. Il faut regarder surtout les créatures qui peuvent accueillir la mutate avant même de voir en fait quelles sont les créatures avec mutate qu'on voudrait utiliser finalement. Et je pense, si jamais c'est pas joué directement avec Ikoria, il faudra faire attention à chaque extension, à s'il y a des créatures avec Hexproof qui sont éditées, parce que ce sera très très important avec Mutate, je pense. En Uko, on a deux très bonnes Uko quand même, Lordrakis et Pastel Beast, voilà, qui ont un coup de mutate de 2. Encore une fois, donc le coup de mutate est plus faible que leur cost basique. Et on va surtout maintenant parler un petit peu des cartes mutate qui rentrent dans un shell bien particulier, qui est le shell flash en fait. On a pas mal de mutate avec le flash notamment. Au-delà de pas mal de mutates, ça se voit qu'ils ont voulu pousser le Dimir Flash avec Sea Dasher Octopus, Cunning Nightbonder ou Theater Sweep. Et, et en fait, ils ont vraiment voulu pousser cet aspect je mutate en flash, un peu à la manière du ninjutsu, et qui était une capacité vraiment où, après la phase de bloc, si l'adversaire ne bloque pas, on va mutate en flash dessus, ou on va ninjutsu, et ça va permettre de surprendre l'adversaire à un moment où il n'a pas vraiment d'interaction possible. Donc ouais, dans Sea Dasher Octopus, c'est vraiment une excellente carte. Mutate pour 2, c'est un peu un effet dès que je touche, je pioche. On voyait bien dans Mono Bleu à quel point c'était fort, et là, le pouvoir le faire en flash, c'est vraiment... Ouais, c'est un peu le nouveau Curious Obsession finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que on risque de voir des decks Sultai Flash ou la mana base risque d'être compliquée quand même pour l'instant? Je pense que la mana base est compliquée parce que si tu joues un deck flash, t'as pas envie de jouer des Tapland, et du coup jouer le Triland ou des Scryland, c'est compliqué, parce que t'as vraiment envie d'avoir dès le tour 1 Spectral Sailor. Là, le truc qu'on voudrait faire, c'est Spectral Sailor dans Sea Dasher Octopus. C'est vraiment le tour 1, tour 2 parfait. Donc je pense qu'on va essayer du build Dimir au début, et peut-être que ça manquera de trucs qui plient la game. C'est Nightpack Ambusher qui va manquer si on joue pas Sultai, quoi. Si on joue uniquement Dimir, ce sera plus à la manière d'un mono bleu, avec quelques créatures, une ou deux créatures qu'on va protéger avec plein de contres, et moins comme Simic Flash, on va avoir plus de créatures et un peu moins de contres.
On est d'accord que la première menace, finalement, des decks Flash, c'est toujours Teferi. Mais Ikoria, en fait, donne des nouveaux outils pour battre Teferi. Tu parlais donc effectivement de la mutation. Bien sûr, on va pas pouvoir jouer la créature en Flash, mais on va pouvoir grossir une autre bête. Mais on a surtout une carte qui s'appelle Shark Typhon, je prononce bien, qui en fait permet de mettre une menace sur le board grâce à un cycling. Même s'il y a un Teferi sur le board adverse, on peut faire le cycling de Shark Typhon parce que c'est pas un sort, c'est une capacité qu'on lance, et du coup Teferi n'empêche pas cela. Et ça permet de créer, l'adversaire il fait Teferi, il est tap out, ou même, et c'est incontrable aussi Shark Typhon d'ailleurs, il joue son Teferi, nous, à la fin de son tour, on va pouvoir créer une menace volante, donc avec une capacité d'évasion, pour aller tuer son Teferi. C'est très très fort en plus, c'est vraiment du menacing, c'est-à-dire qu'on paye X pour créer cette bête, donc si on a réclamation, on peut faire même fin de son tour une énorme bête, et surtout on peut la jouer aussi comme un enchantement, à partir du moment où on a suffisamment de mana, utiliser les autres en cycling. En fait, je pense que c'est vraiment une split card où tu as d'un côté, je crée une menace en flash incontrable, et de l'autre côté, j'ai un enchantement win the game. Et pour ceux qui se rappellent de la méta Kaladesh, on avait une carte à peu près similaire. Ça coûtait un peu plus cher, mais ça a tellement beaucoup plus de polyvalence que la carte risque vraiment d'être un peu partout. Ouais. Ensuite, je te propose de passer donc à Rakdos Sacrifice, qui est un des tout meilleurs decks en ce moment et qui gagne quand même quelques cartes assez sympathiques. Et en premier, Call of the Death Dweller. Et Call of the Death Dweller, ça permet notamment de ramener un Mayhem Devil avec Death Touch du cimetière, et ça fait super mal. Ou sinon, on pourrait ramener aussi un Régisseur si on est post-side contre réclamation. Régisseur menace, ouais, c'est plutôt pas mal, non, comme Ouais, bête. je pense que c'est une petite menace. Et on voit aussi Hunted Nightmare qui met un counter Death Touch sur une créature que l'adversaire contrôle, mais si c'est nous le joueur agressif, qu'on a notre 4-5 menaces, et qu'en face on est face à un jeu contrôle qui a peu de créatures, bah soit il aura rien, soit il aura une créature, sauf que s'il a qu'une seule créature Death Touch, bah il pourra même pas bloquer notre créature menace. Oui, on voit qu'en fait, Rakdos Sac, bon, c'est tellement dur de trouver des slots en ce moment parce que le deck est déjà très 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 tuné et très très fort, mais on voit qu'avec cette nouvelle extension, on pourrait l'amener dans un côté tribal menace, on va dire. On a Labyrinthe Raptor par exemple, qui est intéressant parce que c'est une carte qui a la menace et qui est aussi qui a un trigger de sacrifice à partir du moment où l'adversaire essaye de le bloquer. Voilà, on a Tentative Connection aussi, qui paye peut-être pas de mine, c'est-à-dire qu'on a une créature avec le menace, il coûte qu'un rouge, et ben on va dire qu'on a un peu claim the firstborn, sans la restriction de la créature avec un coût converti de 3 ou moins. Je pense que c'est Gutterbones et Priest of the Forgotten Gods que parfois on hésitait à jouer, qui sont un peu en dessous du power level. Bah, si on arrive à remplacer un peu tout ce paquet Gutterbones, Priest, par Labyrinthe Raptor, Hunted Nightmare, Stormfix Crusader, on peut avoir un jeu vraiment un poil plus agressif, un peu moins sacrifice synergie, et qui va se baser vraiment sur des bonnes créatures en early, et derrière il a quand même Chafour, Mayhem Devil, Tentative Connection en late game. Exactement. Tu parlais de Gutterbones, je voudrais juste parler de cette petite carte, peut-être qu'il paye pas de mine, mais encore une fois, je l'ai trouvée intéressante, c'était Whisper Squad. C'est une 1 pour 1, mais on peut aller chercher ses copains pour 2, en fait, n'importe quand, et en mettre un en jeu tape. Voilà, étrangement, ça coûte autant, voire moins, finalement, de ramener un body sur le board. Gutterbones, bien sûr, ça revient du cimetière. Là, il faut que tu en aies un en jeu pour que tu puisses activer la capacité. Mais tout le monde se rappelle aussi que Gross Tumber Guardian, c'était une carte qui était complètement sous-estimée au départ et qui a quand même fait ses preuves un petit peu avec le temps. Alors, on va parler maintenant un petit peu des cartes Temur qui pourraient rentrer dans des stratégies élémentales ou ramp. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Bon, Illuna, qui est quand même une carte à fort potentiel. Après un coup de mutate de 6, c'est pas rien. Encore une fois, peut-être qu'on aura plutôt envie de la jouer pour 5 d'abord, parce qu'une 6-6 Flight Trample pour 5, c'est vraiment déjà très fort.
Mais encore une fois, il faut pas oublier que si on joue Nissa, on peut très bien mutate un land de Nissa. Et à ce moment-là, on aura une 9-9 flying trample haste. Donc tout de suite, ça fait un peu mal. Avec un petit trigger de TB intéressant, mais encore une fois, c'est un petit peu random. L'ultimatum, c'est pareil. Kaira, elle est intéressante parce qu'elle va booster les élémentales, donner vigilance à ses cavaliers verts, c'est pas mauvais. Le souci, c'est que si on joue ça en compagnon, on ne pourra pas jouer Uro. Et main deck, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Elle a pas de TB, je suis pas sûr que ça vaille le coup de la rentrer. On peut finir avec Eevee, qui a un petit élémental, voilà, un peu mana sync, mais qui va rien faire vraiment, qui n'a pas d'évasion. Donc je pense pas non plus que ce soit quelque chose de jouer dans le deck élémental. Prochaine slide, on va parler un peu de cartes qui peuvent rentrer dans des builds qu'on connaît déjà. Et en premier, on va avoir Card Sword Crasher qui, dans un build Grul, peut vraiment faire un board qui va très large très vite. Et le problème, justement, parfois des builds Grul, c'est qu'on va avoir 1-2 créatures et si on se prend 2 removal, on va pas réussir à tuer notre adversaire. Et là, au contraire, si on a un Grul Spellbreaker déjà sur le board, on pose le Crasher et derrière on attaque avec le Spellbreaker, on fait une 3-3 en plus, ça peut vraiment vite partir en couille, sachant qu'il a Trample lui-même, peut-être avec l'enchantement vert qu'il donne Riot, lui donner Haste à lui-même et du coup refaire un token directement. C'est une vraie bonne créature pour Grul. Après, à voir si on préfère pas toujours le plomb Questing Beast Humbercleave, et plutôt que de chercher à faire plein de tokens et toujours mourir sur Vras. C'est un peu le problème de Grul actuellement, et ce que Monored avec Anax, c'est survivre à Vras. Mais en tout cas, c'est une vraie bonne créa de top curve pour Grul. C'est pas la créature qui va rendre Grul Vras-proof, mais quand tu regardes juste les stats de la carte, le Vanilla Test, tu le passes, c'est quand même une 6-6 trample pour 5. Déjà ça fait mal. On va parler de Keruga, qui a un autre compagnon avec une restriction un peu problématique, mais beaucoup de gens ont vu dès le reveal que c'est une carte qui peut assez facilement quand même rentrer dans Jeskai Fire. Bien sûr, c'est une carte qu'on va jouer en compagnon. Ouais, du coup, il est intéressant parce qu'on peut jouer des cartes aventure comme Bone Crusher Giant ou Brazen Borer qui permettent d'esquiver cette contrainte-là, ou peut-être des split cards aussi derrière. Le fait de jouer Keruga, ça fait vraiment quelque chose qui nous relance, parce que parfois le problème de Jeskai Fire, c'est qu'on va se faire gérer nos premières menaces, on va avoir Fire on board mais on va rien toucher. Bon, on a juste à jouer Keruga et de repiocher directement par exemple 2 cartes, et ça va nous relancer parce qu'on a besoin de très peu de ressources en Jeskai Fire pour tuer. Et autre chose, si on se dit qu'on va pas avoir de play en early game, on peut jouer toutes ces nouvelles cartes avec cycling qui ont été éditées pour pouvoir faire des tours 1, cycle pour 1, tout en respectant la condition. On va pouvoir un peu creuser dans le paquet quand même. Et c'est pas lancer des sorts, donc ça passe outre la contrainte de lancer 2 sorts par tour. On va finir avec Slipper Dart. Alors, c'est juste parce que c'est un caillou qui coûte 2 et qui fait piocher quand il arrive en jeu. Alors j'ai pas mal joué Esper Stacks, et effectivement le problème du deck c'était qu'on était obligé de jouer Guided Globe et Golden Egg, des cartes un peu nulles. Et Slipper Dart, ça peut permettre de résister à aggro. Par exemple, tu joues Slipper Dart T2, bah tu peux engager le Anax adverse juste en l'engageant. Avec Dance of the Month, t'as pas besoin de payer pour la mettre dans son cimetière et la réanimer par exemple. Ouais, en fait. Tu as juste à la taper et la sacrifier. Et on enchaîne avec 2 autres compagnons. On a Obosh qui est un peu en compétition avec Torbran, en tout cas qui va avoir un petit peu le même effet. Pose quand même quelques contraintes de build vers Runaway Steamkin. Voilà, on garde Anax, Fervent, Champion, enfin voilà. Tu perds Torbran, donc c'est pas possible. Et tu perds Humbercleave. Cat-Oven, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Je pense que ça pourrait fonctionner dans un Cat-Oven. Problème, c'est que t'as pas de limite, peut-être en créature à l'intérieur de ton pack, mais ça reste un poil cher quand même. T'as rarement 5 mana avec Rakdos Sacrifice, et te passer de tour 2, en tour 2 t'as, comme je disais tout à l'heure, Priest of Forgotten Gods, mais si on s'en passe, c'est pour jouer d'autres cartes, c'est pas pour passer son tour 2. Ton tour 2, il faut que tu le passes à caster 2 drop 1 en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça demande d'avoir 3 drop 1 en main, ça demande de pas avoir de drop 2 dans sa curve. C'est le problème de Obosh, c'est que ça va faire le double de dégâts.
sur une 1-1, ça va rajouter que 1 dégât, alors que Torbran, il va rajouter 2 dégâts sur une 1-1. Mono Red, on sait que ça a beaucoup de 1-1, notamment les Rip-Hop d'Anax, Fervent Champion, les tokens de Chandra à 3. Donc finalement, il est même moins bien que Torbran pour un coup de mana en plus. Après, si on peut avoir un build Rhinocerephis où on jouerait Light Up the Stage, qui est un pair, ça pourrait peut-être permettre de passer un bon tour 2, Light Up the Stage. Je pense que ça peut s'envisager. Yorion, Sky Nomad, une des restrictions finalement de compagnons les plus faciles à faire. Je pense que cette carte peut être jouée main deck finalement. Elle peut rentrer assez logiquement dans UV Blink. Elle va mourir peut-être plus facilement que Tassa quand même, qui elle est indestructible. Elle coûte 1 de plus. En revanche, elle va pouvoir blinker tout type de permanent. Elspeth Conquerdess, voilà, c'est pas anodin non plus. Pourquoi pas aussi Treacherous Blessing, Disinformation Campaign qui était jouée à l'époque, au début de Ravnica, où on peut aussi blinker des Planeswalkers comme Elspeth Sun Nemesis. La Rix était à 5, puis imaginons que tu as un prince sur le champ de bataille et une autre carte avec un ETB. Tu vas pouvoir blinker tout ton board, et quand le prince revient, tu vas pouvoir reblinker Orion. Ouais. Et redouble-blinker tout ton board. Enfin voilà, ça peut vraiment aller très très vite. Il y a des combos à faire, effectivement, et tu le protèges en faisant comme ça. Peut-être que ça pourrait remplacer Tassa dans des blanc-bleu blink un peu moins commit sur la mécanique blink comme on le connaît actuellement, et qui synergiserait un peu plus avec quelques bons blinks, parce qu'aujourd'hui le problème de blanc-bleu blink, c'est si t'as tes créatures avec de l'arrivée en jeu mais pas Tassa, t'es pas terrible. Si t'as Tassa mais pas tes arrivées en jeu, c'est pas ouf non plus. Donc oui, parce qu'en fait finalement UV Blink c'est quand même assez vulnérable au Vras, vu que tout ce que tu veux blinker c'est de la créature. Donc le fait d'avoir une carte et un build qui blink également des enchantes ou d'autres permanents, d'autres types de permanents avec des ETB, tu gagnes un petit peu en reach quoi. Je te propose de passer au prochain archétype, ou archétypes qui existaient avant et qui vont peut-être revenir avec Ikoria. Et en premier, je pense qu'on y a tous pensé, c'est le deck Feather avec en carte principale Fight as One. Pour 1, on a un sort qui vient protéger 2 de nos principales créatures. Donc c'est vraiment très puissant. On est d'accord ? Parce qu'en plus, la carte, elle va trigger sur tes 2 créatures en fait. Oui, c'est ça. Donc tu vas avoir +1/+1 et le Scry de Ten District Légionnaire. Et tu vas pouvoir la récupérer en phase de fin avec Feather. Donc à tous les tours, tes 2 créatures vont avoir indestructible. C'est super fort. On va avoir aussi Lavabrink Venturer. Dans Feather, en fait, tous nos sorts de protection, ou presque, coûtent 1 mana, avec God Willings, Fight as One. Et donc, il suffirait de nommer pair pour que, en face, on ait la moitié des removes adverses ou des gestions adverses qui soient inutiles ou inutilisables, et on va avoir, nous, toutes nos protections qui vont pouvoir être utilisables. Et aussi, on a Actos, c'est une vraie bonne carte dans Feather, et si on a Lavabrick Venturer plus Actos, ça commence à être vraiment ingérable pour nos adversaires sur le board. Le problème de Feather, et c'est pour ça qu'on l'a vu disparaître à la rotation, c'est qu'il a perdu Reckless Rage. Et Reckless Rage, ce qu'il apportait au deck, c'était une gestion récursive, qu'on pouvait à tous les tours gérer une créature adverse pour 1 mana. Et il n'y a toujours pas ce remplacement à Reckless Rage. Exactement, ouais. Je pense que ça, c'est le temps qui va nous le dire. Et si quelqu'un trouve un bon build, effectivement, Feather peut reprendre un petit peu le devant de la scène. On va enchaîner avec peut-être une autre carte qui va permettre de ramener un archétype qu'on a vu un peu de temps en temps dans la méta. C'est UV Fly. Et on a Skycat Sovereign, nouvelle carte Ikoria qui rentrerait pas mal un petit peu dans ce shell-là. Ouais, du coup, Skycat Sovereign, je pense que c'est un bon T2 qui peut faire très vite devenir une grosse menace, très grosse. Et on a toujours Sephara aussi pour Blanc-Bleu Faille, qui fait vraiment office de rendre indestructible tout notre board. Et en plus, qui pouvait parfois manquer un peu à Blanc-Bleu Faille, c'est un peu de gaz, un peu de pioche. Et avec Sea Dasher Octopus, en faisant sa mutate sur une de nos créatures avec le vol, et qu'on arrive à piocher à chaque tour, ça fait un vrai archétype qui peut bénéficier de ça. Derrière, on joue quelques sorts de protection ou quelques contre-sorts pour protéger nos créatures. Et on a un vrai jeu aggro, un peu tempo, à la manière d'un Band Spirit de Pionnier, mais en un peu moins puissant. Dans la catégorie des cartes avec réduction de coût,
dans ces stratégies-là, on a une nouvelle carte en fait qui coûte moins cher si on contrôle une créature avec le vol. C'est Gust of Wind, effectivement, qui permet de faire un peu de tempo. Pour 2 mana, quand même, si on bounce un permanent d'un adversaire et qu'on pioche une carte, c'est plutôt un bon rate. On se rappelle il n'y a pas si longtemps, Blink of an Eye qui kickait, faisait ça pour 4. En instant, bien sûr, là on est en sans série. Peut-être aussi, alors, Reconnaissance Mission avec un cycling de 2. Donc voilà, si pareil, c'est pas la carte de la situation, on peut aussi très bien essayer de trouver autre chose. Ouais, du coup, prochain archétype auquel on a tous pensé en voyant notamment Riel, Cathartic Réunion ou Sprite Dragon, c'est Arclight Phoenix, qui était un excellent deck sous Ravnica l'année dernière, et qui, avec l'apparition de Teferi, Narset à War of the Spark, a pris un gros coup. Mais là, il gagne quand même pas mal de choses. Il y a Channel Force aussi. C'est une instant speed en fait, donc c'est vraiment, ça permet vraiment de cycler une main. Si on a une main assez mauvaise à 4 ou 5 cartes, ça fait quand même 5 points de dégâts, je pioche 5. Donc, on a en ce moment, c'est quoi qui coûte 4, qui est joué un petit peu dans Flash? C'est Ral's Outburst, où on fait 3 dégâts et on regarde les 2 cartes du dessus, on en met une dans notre main et une au cimetière. C'est souvent mieux que Ral's Outburst, ça. Blitz of the Thunder Raptor, qui est un removal qui ressemble à Beacon Bolt, qui coûte 1 de moins, qui passe en instant, qui permet également d'exiler la créature ou le Planeswalker s'il meurt, donc ça c'est pas irrelevant. Maintenant, on perd le côté jumpstart justement de Beacon Bolt, donc à voir si la carte est meilleure ou en dessous par rapport à la méta. On peut aussi rajouter que Cracking Drake, qui était une carte très jouée dans cet archétype au départ, on l'a un petit peu perdu de vue, je pense, parce que on a commencé à faire des decks plutôt tricolores et en tout cas, avoir 2 bleus, 2 rouges, c'était un peu compliqué. Également, même souci avec Niv Parun. Mais peut-être qu'avec nos Triland, on va pouvoir peut-être caster ça dans un deck qui joue aussi Uro. Voilà, sachant qu'Uro va exiler 5 cartes, et ces 5 cartes vont compter en tout cas dans le check de la force de Cracking Drake. Et dans un Témur qui discarderait beaucoup de cartes, on pourrait ramener Uro assez vite, et Uro reste très puissant, donc le deck ferait quand même des choses sans forcément ramener un Phoenix directement. Il suffit de faire un Channel Force fin de tour 4, et tour 5 je ramène Uro et j'ai un contre ou un Blitz derrière, et ça peut être pas mal. En fait, il y a eu beaucoup de synergie sur la discard dans cette extension, et ce qui parfois pouvait manquer au deck Phoenix. Et avec quelques early drops comme Sprite Dragon ou Riel, on va vraiment pouvoir grossir notre board tout en continuant sur la stratégie Phoenix qui, en late game, va pouvoir nous gagner avec un tour où on ramène 2 ou 3 Phoenix. Et je pense que ça peut vraiment être quelque chose sur lequel il faut creuser. La grosse ennemie du deck, ça reste Narset. Donc faut voir à quel point Narset et Teferi tuent toujours autant le jeu ou pas. On peut enchaîner, je pense, avec Giganta, The Wellspring, un nouveau compagnon élémental Elk. Sa restriction de compagnon demande juste à ce qu'il n'y ait aucune carte avec le même symbole de mana dans son coup de mana. Donc ça nous permettrait quoi d'avoir une 5-5 pour 5 un peu à n'importe quel moment dans un deck, par exemple Niv Mizzet Reborn bien sûr. Ouais, avec Golos c'est vraiment assez fort pour devoir payer que 2 pour Golos, c'est vraiment super fort. Et on pourrait penser qu'avec Niv Mizzet on perd pas mal de cartes, on perdrait Time Wipe. Cependant il reste des Vras comme Clarion, Solar Blaze qui peuvent remplacer Time Wipe pour garder la condition de Giganta. Et ça paye pas de mine, encore une fois j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup cette expression, mais une 5-5 pour 5 T5 assurée, c'est vraiment puissant, faut pas le négliger, ça fait une 8ème carte dans la main qu'on peut curver T5 et qui va nous ramper derrière, caster un Niv Mizzet gratuitement puis lancer les sorts de Niv Mizzet. J'ai pas envie de me prendre des tours comme ça personnellement. Kumori, The Collector, un autre compagnon qui lui va avoir peut-être une restriction un petit peu plus complexe, en tout cas. Qu'est-ce que t'en dis? Le problème de jouer que des créatures, c'est qu'on va perdre quelques bonnes interactions en instant ou en sorcery speed.
Ou alors on va perdre Liliana par exemple. Si on prend un Golgari aventure, on va perdre Liliana, on va perdre Vivienne. Donc faudrait vraiment réussir à build un deck qu'avec des créatures, qui joueraient des aventures en guise de sorcerie, ou d'instant speed removal. Et la récompense, en fait, je trouve qu'elle arrive tard. C'est-à-dire que tu lances Umori pour 4 mana, et derrière, à partir du tour 5, tu peux commencer à en profiter. Peut-être que quelqu'un trouvera de pouvoir le jouer main deck, par exemple, et juste réduire tel type de sort de 1, trouver une combo infinie. Ensuite, on a aussi eu un nouveau lord humain qui a beaucoup de texte, et on voit vraiment que c'est un archétype qui a été poussé dans cette extension, qui a gagné beaucoup de cartes dans les couleurs Abzan. Et peut-être qu'avec Hero of Precinct One, il y a moyen de faire quelque chose avec le général Kudro et avec le général Zunforcer, qui donnerait du coup indestructible à Kudro. Je pense que c'est une très bonne carte. Et si on généralise un petit peu à Hordes of Humains, effectivement, on n'est pas dans les stratégies ramp ni cleave. Là, on est dans un truc entre les deux. Donc, on part peut-être pas sur des bonnes bases. Mais il faut savoir qu'on est dans des couleurs qui ne sont pas touchées par Gust. Même ce Général Enforcer, c'est quand même une carte qui donne un pseudo Wrath-proof. C'est-à-dire qu'en humain, on a quand même pas mal de choses légendaires, notamment Tajik, qui lui va empêcher en fait les Vras qui font des dégâts de détruire le board. On a comme ça un genre de triome qui permet vraiment de protéger les uns des autres et de donner un gros fil à retordre, je pense, aux stratégies contrôle par exemple. Faut pas oublier que le noir a toujours la discard, avec Duress et avec la discard à 2 qui exile. Le noir a aussi gagné quelques interactions pas chères, avec aussi Heartless Act dans cette extension, ou Dire Tactics aussi, qui synergise extrêmement bien avec Hero of Precinct One et les humains. Donc on voit que l'humain, face à des stratégies créatures, il va pouvoir aller assez large, buffer ses humains, et détruire les créatures adverses pour pas cher. Donc pourquoi pas.